Bonjour à toutes et à tous. Je tiens surtout au début de vous remercier pour tout le soutien et la solidarité que vous avez mené depuis des années, pas que avec Salah Hamouri en tant que prisonnier, mais aussi avec tous les prisonniers politiques palestiniens et aussi avec le peuple palestinien. Pour nous, votre combat ici en France était et continue d'être un moyen très important pour notre lutte et pour notre résistance. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que je suis déporté depuis la Palestine, après une longue chaîne d'harcèlement qui a duré plus de 20 ans. En total, j'ai passé 10 ans en prison. À l'âge de 15 ans, j'étais blessé à balle, que je l'ai toujours dans ma jambe comme souvenir de l'occupation, à l'âge de 15 ans. Plusieurs mesures d'oppression. Ma famille a été expulsée de la Palestine en 2016, plusieurs fois interdit de rentrer en Cisjordanie, arrestation à domicile, et ça n'arrête pas et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Comme elle l'a dit, Anne, 75 ans après la Nakba aujourd'hui, pour moi la Nakba n'a pas arrêté. Moi, d'être déporté depuis la Palestine à l'âge de 38 ans, j'ai mieux compris au moment que j'étais menotté mains et pieds dans l'avion et accompagné par la police israélienne jusqu'à Roissy. J'ai mieux compris ça veut dire quoi la Nakba, et j'ai mieux compris le sentiment des réfugiés palestiniens qui étaient mis dans les bateaux et dans les camions et envoyés dans les pays autour de la Palestine. Je veux commencer par la question de Jérusalem. Moi, je suis né à Jérusalem, mon père est palestinien, ma mère est française. C'est pour ça que j'ai une nationalité française, mais le reste des gens qui sont nés à Jérusalem, les Palestiniens, n'ont pas de nationalité. Tu es né sans nationalité, tu es né avec une carte de résidence qui permet de vivre à Jérusalem, mais il faut prouver, là je veux parler de ça, mais les gens n'ont pas de nationalité, ni israélienne, ni palestinienne. Ils n'ont que la carte de résidence. Et moi, parce que ma mère est française, j'ai eu la nationalité française. Alors, les Israéliens, depuis, parce que comme la ville elle était occupée à deux parties, une partie en 48 et une partie en 67, la partie qui était occupée en 48, les villages palestiniens, la majorité des villages palestiniens, ils étaient détruits et la population elle était massacrée et envoyée à l'exil, que ce soit par exemple Lifta, Deir Yassin et d'autres villages qui entourent Jérusalem. La deuxième partie de la ville était occupée en 67. Mais dès le début, c'était clair pour la population et pour les Palestiniens que les Israéliens, ils veulent le pays sans le peuple. Tout est fait pour faire partir les Palestiniens. Toutes les mesures, toute la politique israélienne est faite pour chasser les gens et surtout de Jérusalem. En 82, il y a la loi qui a été faite par le Parlement israélien qui a déclaré Jérusalem comme le capitale uni de l'État d'Israël. 95, après les accords d'Oslo, il y a la loi qui vise que les Palestiniens, qui dit que les Palestiniens de Jérusalem doivent prouver que Jérusalem c'est leur centre de vie. Ça veut dire que tu es obligé de prouver tous les mois que tu habites Jérusalem. Sinon, tu perds le droit de vivre à Jérusalem. Depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, 14 000 Palestiniens ils ont perdu le droit de résider à Jérusalem, et ils n'ont plus le droit de rentrer en Palestine en général et après à Jérusalem. Et d'autres exemples, si tu es palestinien de Jérusalem et tu vas par exemple habiter à l'étranger
et tu arrives à prendre une autre nationalité, française ou d'autre, tu perds directement ton droit de résider à Jérusalem. Alors si tu veux rentrer après à Jérusalem, tu rentres en tant que touriste. Et ils ont le droit de te faire rentrer ou pas rentrer. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à l'arrivée de l'année 2018. En 2018, le Parlement de l'occupant, il a fait une loi, ce qu'on appelle le défaut d'allégeance. Défaut d'allégeance déjà que nous, en tant que peuple occupé, on n'a pas à donner allégeance à la force occupante. Cette loi, cette défaut d'allégeance qui est basé sur un dossier de sécurité secret, qui a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur israélien de révoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem sous prétexte de défaut d'allégeance. Alors moi et 13 d'autres ont été visés par cette loi. Moi par exemple jusqu'à aujourd'hui, mes avocats n'ont pas vu aucune preuve dans le dossier, même dans la cour district ou la Cour suprême. Mes avocats, ils étaient toujours face à un dossier de sécurité secret où on ne sait pas il y a quoi dans le dossier. Alors on était 14 visés par cette loi, et à moi et 9 autres prisonniers et 4 parlementaires. Moi, au moment de ma libération, j'étais déporté en France. Les 8 autres prisonniers, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être libérés, alors on ne sait pas leur destination, où est-ce qu'ils vont être envoyés. Les 4 parlementaires, leur carte de résidence elle était révoquée, et ils étaient pris en force et envoyés dans les territoires de l'autorité palestinienne à Ramallah. Et depuis, ils vivent dans une situation où ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit de circuler, et ils n'ont pas le droit de voyager. Ils ont devenu apatrides dans leur propre pays, ils ont devenu sans papier dans leur propre patrie. Et après, en février 2023, le Parlement israélien aussi, il a élargi le pouvoir du ministre de l'Intérieur, pas que pour révoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem, mais aussi de révoquer la nationalité israélienne des Palestiniens qui vit dans les territoires occupés en 1948, sous subvention que ces gens-là ils reçoivent de l'aide économique et financière de la part de l'autorité palestinienne. Et il y a déjà une liste de 230 anciens prisonniers que les renseignements israéliens ils ont publié leur nom en disant que ces gens-là ils reçoivent de l'aide financière de la part de l'autorité palestinienne. Alors on a déjà une liste de 230 personnes qui peuvent être visées dans le futur. C'est pour ça qu'on alerte que mon cas, il peut vraiment être un précédent pour les gens de Jérusalem. Et cette loi de 2023, elle permet aussi au ministre de l'Intérieur d'envoyer les Palestiniens que leur résidence est révoquée, soit à Jérusalem, soit en Cisjordanie, soit à la bande de Gaza. Alors à Jérusalem, tout est fait pour faire partir les Palestiniens. Il y a la question des lois, mais il y a aussi la confiscation des terres et des maisons, la démolition des maisons, la construction du mur qui a changé totalement les frontières de Jérusalem et qui a fait sortir déjà 150 000 habitants de Jérusalem hors des frontières de Jérusalem. Il y a les projets coloniaux, que ce soit le tramway ou le prochain téléphérique qui va être construit en 2030. Il y a aussi le plan de la destruction de 2 quartiers, à Silouane, le quartier Al-Boustan et le quartier Sheikh Jarrah. Alors, tout est fait pour faire partir les Palestiniens. Et la mairie de Jérusalem ne le cache pas. Si vous allez sur le site de la mairie, vous voyez clairement que le plan, c'est d'avoir une majorité israélienne de 70% et une minorité palestinienne dans 2030. Ça veut dire d'ici à 7 ans, à Jérusalem, les Israéliens, pour appliquer ce plan, ils sont obligés de se débarrasser de au moins encore 200 000 habitants de Jérusalem.
En plus, on peut rajouter les pressions quotidiennes, et politiques, économiques et d'autres. Alors, toute la politique israélienne à Jérusalem, c'est la continuation de ce nettoyage ethnique qui n'a pas arrêté depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, c'est la question des prisonniers politiques palestiniens. Aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, il y a 5000 prisonniers politiques palestiniens, 1000 prisonniers en détention administrative, 160 enfants, 40 femmes, 1000 prisonniers malades, 300 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans dans les prisons israéliennes, 40 qui ont passé plus que 25 ans, et il y en a une dizaine qui ont passé plus que 30 et 35 ans. Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont tout faits pour briser vraiment et casser la mentalité, la psychologie de ces prisonniers et les détruire et les rendre en charge sur leur famille et sur leur société au moment de leur libération. Je ne vais pas être trop long là-dessus. Je vais commencer par la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948 et après les Israéliens l'ont appliqué sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter un Palestinien pour une période entre 1 mois et 6 mois. Ces périodes sont renouvelables. Tu ne sais pas combien de fois cet ordre peut être renouvelé. Tu peux passer des mois et des années dans cette façon de détention. Cette détention est basée sur un dossier de sécurité secret. Moi, je l'ai vu en tant que prisonnier, mais aussi je l'ai vu en tant qu'avocat. Ce dossier, il reste discret entre le procureur militaire et le juge militaire. Ni l'avocat, ni le prisonnier a accès à ce dossier. Alors tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison. Aujourd'hui, il y a 1000 prisonniers en détention administrative. Parmi eux, il y a 11 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'arrivée de l'âge de 18 ans. Il y a des Palestiniens de Cisjordanie surtout qui ont passé plus que de 12 et 13 ans en détention administrative sans savoir pourquoi ils sont détenus et sans savoir pourquoi ils sont en prison. Cette façon arbitraire de détention, elle est utilisée systématiquement en Cisjordanie et Jérusalem, juste pour détruire la vie des Palestiniens. Ils choisissent les moments critiques dans la vie des gens pour les arrêter en détention administrative. Ils ne le cachent pas, ils le déclarent clairement. Par exemple, moi j'ai c'était le fiancé de Dana qui était avec nous l'autre jour, qui devait se marier en août. Il y a un mois, ils l'ont appelé, ils l'ont dit on sait que ton mariage il va être en août, prépare-toi, on vient te chercher. Et ils sont rentrés, ils l'ont arrêté, aujourd'hui il est en détention administrative, juste pour pas qu'il se marie en août. Il y en a d'autres qui étaient utilisés pour pas qu'ils finissent leurs études, pour toute raison, pour casser la vie des gens et utiliser cette détention. Il y a aussi les enfants. Les enfants aussi sont détenus dans des conditions de détention très très difficiles. Aucun droit des enfants est respecté par les Israéliens. Les enfants sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Israël, malgré qu'elle avait signé la Convention des droits des enfants, elle refuse jusqu'à aujourd'hui d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Ces enfants, ils sont jugés pour des peines, des mois et des durées très 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 longues. Les droits quotidiens des enfants ne sont pas respectés dans la prison. Moi, je l'ai vécu quand j'avais l'âge de 16 ans, quand j'étais à l'époque. Et aujourd'hui, la situation est de pire en pire. Par exemple, les enfants n'ont pas le droit de continuer leurs études pendant les mois et les années de détention.
Il y a des enfants qui peuvent passer des mois et des mois et des mois sans pouvoir visiter leurs parents. Ces enfants, ils sont isolés totalement, tout seuls. Malgré les demandes qu'on a fait en tant que prisonniers adultes d'intervenir et aider les enfants juste à gérer leur vie quotidienne dans la prison, toutes les demandes ils étaient refusées par l'administration des prisons. C'est vraiment les conditions qui sont faites pour assassiner l'enfance de ces enfants. On a la question aujourd'hui qui est urgente, la question de l'enfant Ahmad Manasra, qui est urgente. Ahmad Manasra qui a été arrêté à l'âge de 13 ans. Il était jugé pour 13 ans de prison et ils lui ont tiré dessus au moment de son arrestation. Pendant les interrogatoires, il était torturé physiquement et psychologiquement. Vite fait, il a développé des maladies psychologiques. Il est devenu agressif. Et à la place de lui donner le soin adapté, depuis 2 ans, ce garçon, il se trouve à l'isolement total. Il était isolé à l'isolement total. C'est une petite pièce de 3 mètres carrés où tu te trouves tout seul. Tu es enfermé 23 heures sur 24 heures. Il n'a pas le droit de circuler et de voir d'autres gens. Quand il veut sortir dans une petite cour, il doit choisir s'il doit être menotté soit à main, soit à pied pendant la cour. Sa maladie, elle est en train de devenir de plus en plus grave. Plusieurs demandes de la part des avocats de Ahmad Manasra, ils étaient faits, mais toutes les demandes, ils étaient refusées, juste pour le laisser souffrir dans cette détention et développer ses maladies. Il reconnaît à peine sa famille et ses avocats. Et toutes les demandes aux tribunaux civils, parce que pour moi, le système judiciaire israélien, que ce soit civil ou militaire, il fait partie des moyens d'oppression du peuple palestinien. Alors, les enfants, ils subissent ces conditions de vie quotidienne très très difficiles. Il y a aussi les prisonniers malades. Aujourd'hui, il y a 1000 prisonniers malades des différentes maladies. Il faut savoir que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 240 Palestiniens sont morts dans les prisons israéliennes pour différentes raisons. Il y en a qui sont fait assassiner juste après leur arrestation. Il y en a qui sont morts à cause de la torture physique qu'ils ont subie pendant les interrogatoires. Et juste récemment, en 2019, on a vu les photos de Walid Hanetche qui était torturé, Samer Al-Arbid qui était transféré en coma à l'hôpital de Hadessa après juste 48 heures d'arrestation et 48 heures de torture. Ils l'ont transféré dans un hôpital avec 12 côtes cassées et il était presque mort et il est resté 10 jours dans le coma. Alors cette torture physique, il y en a des dizaines qui sont morts à cause de ça. Il y a aussi des centaines de prisonniers qui sont morts à cause de ce qu'on appelle la négligence médicale. Juste récent cette année, depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, 3 prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes. Le plus récent, c'est Khadr Adnan. Khadr Adnan qui était mort après 90 jours de grève de la faim. Mais vraiment, une fois que tu es malade avec une maladie grave dans les prisons israéliennes, tu sais que c'est vraiment la fin de ta vie dans la prison. Parce que tout est fait pour te faire mourir dans la prison pour pas que tu t'en sors vivant de là. Il y a des centaines de cas qu'on peut rappeler. Moi je me souviens en 2008, c'est dans les Louis qui avait passé 23 ans en prison du plateau du Golan occupé, qui était avec moi dans la même cellule. Après 23 ans, ils ont découvert qu'il a une maladie de cancer. Après que ça a traîné des mois et des mois et des mois de demandes, il s'est fait opérer. Et quand il est rentré dans la cellule, le docteur, au conseil de docteur de la prison, il a dit maximum il va vivre 6 mois.
Alors, il a conseillé, il a conseillé sa libération. Un tribunal, il a remis sa peine et il l'a libéré. Ce prisonnier n'était pas mort au bout de 1 an. Alors, le même tribunal, il a essayé de le remettre en prison parce que les calculs du docteur, ils n'étaient pas bien. Alors, c'est dans cette mentalité que les Palestiniens, ils vivent quand ils sont malades dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, il y a Walid Daqqa, qui est un prisonnier palestinien des territoires occupés en 1948. Il est en prison depuis 37 ans. Il est malade, il a le cancer. Et une partie de ses poumons il était enlevée. Il ne reçoit pas le soin adapté. Il risque de mourir à chaque minute dans les prisons israéliennes. Mais le plus pire et le vrai crime qui est commis, que même après la mort des prisonniers dans les prisons israéliennes, l'administration et les Israéliens ils refusent de libérer les corps morts et ils tiennent les corps morts jusqu'à la fin de la détention de ces corps morts de ce qu'on appelle dans des cimetières animéraux. Ça existe en Israël des cimetières animéraux. Aujourd'hui, il y a 13 corps morts des prisonniers palestiniens qui s'étaient morts dans les prisons israéliennes, que les Israéliens continuent de garder en détention ces corps morts, juste pour la continuité de la torture des familles, la torture des proches, la torture de la société palestinienne. Je vais parler 2-3 minutes de la grève de la faim avant de vous passer la parole. Nous, on savait que toutes les conditions et toute la question de l'arrestation et la détention dans les prisons israéliennes, elles étaient faites que pour nous casser, que pour nous éliminer, que pour nous dire que le prix de la résistance sera votre mentalité, votre psychologie. Alors nous, on a aussi, pour nous, c'était hors de question qu'on les laisse nous détruire. Alors on a tout fait l'inverse pour rendre utiles les mois et les années dans les prisons israéliennes. On a fait de plusieurs manières. Mais on avait aussi la grève de la faim. La grève de la faim, c'était notre moyen stratégique de défendre nos droits et de défendre notre dignité et de défendre notre vie quotidienne dans la prison. Parce que je dis notre dernier moyen de lutte et notre moyen stratégique, parce qu'une grève de la faim, c'est pas un mot qu'on le dit comme ça. L'organisation de la grève de la faim, c'est pas juste une phrase où tu te dis allez, je vais me mettre en grève. Parce que la préparation d'une grève de la faim entre les 20 et les 22 prisons qui se trouvent sur toute la carte de la Palestine, il y a besoin de coordonner les efforts, de se mettre en contact discrètement, de faire le lien entre les prisonniers, se mettre d'accord sur les listes des grévistes, de mettre d'accord sur les demandes, de choisir la comité qui va gérer, qui va commander cette grève de la faim. Bon, c'est toute une préparation qui peut durer des fois 1 an ou 2 ans. Mais le jour de la déclaration de la grève de la faim, c'est vraiment là où les Israéliens ils peuvent faire des crimes de guerre contre les grévistes juste pour les obliger à arrêter la grève de la faim. Moi, j'en ai fait 2 de grève de la faim, 2011 et 2022. Une qui a duré 15 jours et une qui a duré 20 jours. Juste récent, en septembre 2022, au moment de ma grève de la faim, j'étais mis à l'isolement total dans une petite pièce de 2 mètres carrés. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a un petit lit attaché au sol, un petit matelas, un drap. Et tout le reste de mes biens, il était confisqué par l'administration. Devant le lit, il y avait un petit mur et des toilettes derrière. Il y a une caméra sur ma tête 24 heures sur 24 heures. Il y a le porte blindé avec un grillage de 5 cm où le gardien il peut venir te voir.
et une bouteille d'eau. Même le sel qui était important pour nous en tant que grévistes, il était confisqué par l'administration de prison. Alors des pressions quotidiennes, ils étaient faites par l'administration de prison. Par exemple, après quelques jours de grève, tu peux à peine dormir 4-5 heures dans une journée entière. Alors ils te laissent dormir, et après 1 heure, 2 heures, alors qu'ils te voient sur la caméra, ils viennent, ils rentrent, ils disent réveille-toi, on veut fouiller la chambre à la cellule, alors que la cellule est déjà vide, alors il n'y a déjà rien dans la cellule. Une fois que tu es réveillé, ils viennent à chaque fois te proposer à manger, de dire voilà le menu, tu peux choisir ce que tu veux, juste pour t'affaiblir. Pour prendre la douche, il faut faire des demandes, tu sors menotté pour faire la douche, ils t'obligent à marcher pour aller dans une petite douche. Ça nous est arrivé en 2011, dans une section, on était 80 grévistes, que les gardiens, après 10 jours de grève, ils ont installé des grands ventilateurs sur les portes des cellules. Ils ont démarré les ventilateurs. 10 minutes après, on a vu rentrer des prisonniers des droits communs israéliens. Ils ont installé leur barbecue derrière les ventilateurs. Ils ont démarré les barbecues juste pour qu'on sente l'odeur de la viande et les oignons et tout ça. Alors il y a vraiment des crimes quotidiens qui peuvent être faits par l'administration de prison. Ça arrivait une fois dans les années 80 quand il y avait une grève de la faim collective et qu'il y avait beaucoup de solidarité autour de cette grève. Il y avait une décision politique israélienne d'arrêter cette grève n'importe comment. À la façon, il y a un directeur de prison qui a pris en force 3 prisonniers. Il les a attachés au lit. La façon, c'est de faire entrer un tube par le nez qui va vers l'estomac et renverser du lait. Mais malheureusement, 2 de ces prisonniers, le tube n'est pas allé dans l'estomac, il est allé dans les poumons. Ils ont renversé du lait et les poumons, ils étaient pleins de lait et les prisonniers, ils étaient morts sur place. Je dis ça parce que c'est vraiment une urgence quand il y a une grève de la faim. C'est un appel d'urgence pour la solidarité avec les Palestiniens qui font la grève. Je ne veux pas être plus long que ça. Moi, aujourd'hui, après 10 ans de prison, de blessures, de déportations et d'autres mesures, je suis de plus en plus convaincu qu'avec vous, on peut remettre la cause palestinienne à sa place, qu'elle soit le centre, parce que depuis 2011 et même avant, il y a cet essai américain, européen et avec les régimes réactionnaires arabes de retirer la Palestine de sa centralité dans la région. C'est qu'avec votre combat et le combat des Palestiniens qu'on va remettre la Palestine au cœur des causes des peuples. Je suis plus convaincu qu'on peut arriver à gagner ce combat parce qu'Israël, elle est comme d'autres occupants autour du monde, qu'un jour où il y aura un fin, comme c'est passé en Algérie, au Vietnam, en Afrique du Sud et ailleurs, c'est notre droit de résister, notre droit de continuer de résister. Et on voit bien aujourd'hui la résistance palestinienne, comment elle s'améliore, et la jeunesse palestinienne, comment elle se révolte partout, que ce soit à Gaza, que ce soit à Jénine, à Naplouse, à Jérusalem, dans les territoires 48. Alors j'espère avec vous qu'on continuera cette démarche de résistance jusqu'à qu'on pourra arracher la liberté et la justice pour le peuple palestinien. Merci.